agroécologie et technologie, alliés ou faux amis. Alors, la technologie est-elle une alliée ou un obstacle pour une agriculture engagée dans la transition agroécologique ? Le développement de solutions techniques de pointe, est-ce que c'est le gage d'une agriculture plus économe avec des interventions rationalisées ? Ou au contraire, est-ce une fuite en avant qui masque en fait la nécessité d'adopter de nouveaux modèles agricoles basés sur l'agronomie et la sobriété ? Donc deux modèles possibles. Donc pour en parler, j'appelle Aurélie Trouvé, donc chercheuse et députée LFI de Seine-Saint-Denis, et Olivier Dauger, agriculteur et élu référent climat-énergie carbone de la FNSEA. Montez, on vous attend. Bonjour. On va être plus strict sur le timing. On a pris un peu de retard dans les débats, donc bonjour. Oui, on a pris un peu de retard. On va pas essayer de vous carotter quelques minutes, mais on va être peut-être effectivement plus regardant. On va commencer par vous, Aurélie Trouvé. Commençons par définir ce qu'est l'agroécologie. Qu'entendez-vous par agriculture ? Enfin, voilà, je vous laisse donner votre définition. D'accord, ça marche. Déjà, bonjour à toutes et tous. D'abord, je suis ravie d'être là. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec le monde agricole en particulier, évidemment. Voilà. Ensuite, je viens de dire aussi que je viens avec, un peu comme Dominique Potier d'ailleurs, avec une double casquette d'agroéconomiste de métier, mais depuis 1 an et demi, j'ai guère plus le temps de faire ça. Donc, je suis surtout députée et très engagée sur les questions agricoles. Voilà. Alors ensuite, sur l'agroécologie, moi, c'est vrai que j'ai en plus une équipe à l'Agro de Paris, AgroParisTech, d'agriculture comparée, qui travaille spécifiquement, notamment sur l'agroécologie. Alors déjà, moi, une première chose, je ne suis pas là pour amener des appréciations absolues et définitives. J'en reparlerai tout à l'heure sur les technologies. Et ne comptez pas sur moi pour avoir un discours anti-science, puisque j'étais moi-même scientifique pendant 20 ans. Et je crois que c'est pas le but ici. Et moi, je considère l'agroécologie comme devant être une science aussi. En tout cas, devant faire partie de la science, de la recherche scientifique et du développement. Bon, je m'explique. Alors, l'agroécologie, elle a été pensée d'abord par des fondateurs comme Altieri aux États-Unis et d'autres, qui disent en fait que l'agroécologie, c'est d'abord rendre plus autonome, plus indépendante, si vous voulez, les exploitations agricoles, en faisant diminuer notamment les achats extérieurs. Donc les achats d'intrants chimiques, les achats d'alimentation animale, notamment quand c'est importé du type du soja, de diminuer aussi la dépendance qu'il peut y avoir parce qu'on est endetté ou surendetté. Donc c'est faire diminuer cette dépendance, rendre finalement les agricultures plus économes et plus autonomes. Donc dépendance des banques aussi, quoi. Exactement. Mais il faut voir aussi qu'il y a des réseaux, y compris les chambres d'agriculture, mais je pense aussi au CIVAM, aux ONVAR, qui travaillent sur, et à la recherche. Dans mon équipe, on montre qu'il y a des exploitations agricoles qui sont engagées fortement, je dirais, dans l'agroécologie et qui arrivent à développer plus de valeur ajoutée, plus d'emplois à la surface donnée et à préserver davantage l'environnement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment cette recherche de triple performance économique, sociale et environnementale. Et je le dis aussi, ce n'est pas le retour à la bougie et aux pratiques paysannes d'il y a 70 ans, hein, parce qu'on a souvent cette vision-là. Il y a des techniques de pointe. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des technologies, mais des techniques de pointe. Je pense par exemple au pâturage tournant dynamique, à une gestion fine des prairies, aux rotations longues qui sont compliquées à obtenir au fur et à mesure des expérimentations. Donc, c'est pas juste aller voir ce qu'on faisait il y a 70 ans. C'est absolument pas ça, pour moi, l'agroécologie, quoi. Voilà. L'autonomie, vous la raisonnez à quelle échelle ? L'exploitation, la région question. Ou la France ? Les trois. Je crois que c'est une très bonne question et vous avez raison, c'est, à mon avis, aux 3 niveaux. L'exploitation agricole elle-même vis-à-vis des banques, de l'agrofourniture, etc. Et même quand on pense, par exemple, l'exploitation par rapport à l'agrofourniture, on va avoir, je pense, la discussion là-dessus sur les technologies. Oui. Est-ce que c'est une dépendance aux coopératives, donc à une entreprise qui est possédée par les agriculteurs, ou est-ce que c'est une dépendance à une entreprise complètement privée, non coopérative ? C'est pas la même dépendance pour moi. Enfin, je le dis aussi parce qu'il y a un enjeu sur les technologies, les données, de manière générale. Est-ce que les données issues de les technologies
et de tout le digital sont possédés, par exemple, par des grandes multinationales privées ou par des coopératives agricoles ou par les chambres d'agriculture ou par la recherche publique. C'est, à mon avis, pas tout à fait la même chose. Bon. Ok. Alors, essayons de faire des réponses courtes, comme ça on ira jusqu'au bout de notre débat. Alors, Olivier Dauger, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Sur la définition développement durable, en fait, économique, social et environnemental, oui, ça c'est la vraie définition de l'agroécologie qui n'est pas toujours reprise par tout le monde d'ailleurs, parce que certains ont oublié un des pans, pas forcément le même. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je suis d'accord. Je pense que on a eu une agriculture, ça a été dit tout à l'heure par Jean Covici, sur le côté agronomie pure avec les connaissances de l'époque et des productions nettement inférieures aujourd'hui. On est parti sur un système. Jean-Luc Poulin disait ce matin, je me suis installé, il fallait produire. Moi, je me suis encore installé. Oui. À tout problème, solution chimique. C'était la grande phrase de l'époque. Dans les années 90. Voilà, il faut revenir. On a un problème de résilience. On le voit très bien. L'énergie était pas chère. Il y avait de l'eau. Il y avait pas de problème climatique. Il y avait tout ça. Donc, on a créé une agriculture après la guerre qui était liée à ces éléments naturels qui étaient dans ce sens. Tous ces éléments-là sont revenus en arrière. Ils sont revenus. L'énergie est déjà en volume est plus compliqué, en prix, voilà, les engrais, la vraie question, les problèmes de l'environnement, parce qu'on remarque quand même que le tout chimique n'a pas eu que des effets positifs. Donc, par contre, moi, et c'est un peu ce que j'ai entendu, pour moi, il ne doit pas y avoir d'opposition entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut remettre un système avec de l'agronomie qui permette d'être moins dépendant, mais qui ne s'interdit pas l'utilisation de certaines dépendances. Et un système autonome aussi, je suis complètement d'accord, et notamment sur l'histoire du matériel. Ou des données, la question des datas est fondamentale là-dedans. À qui vont les datas, pour qui vont les datas et quel est l'objectif ? La science, c'est pareil, la science, elle doit être ciblée vers le défi et pas une science tout quoi. Il faut la science, mais il faut de la science qui réponde aux défis. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de défis. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu des OGM qui étaient basés sur des molécules chimiques, parce qu'on avait une science qui était à destination de résultats commerciaux. Aujourd'hui, on a des défis. On a le défi de l'eau, on a le défi de l'azote, on a le défi des engrais, on a le défi du climat, que ce soit du gel ou du trop. Donc, il faut qu'on ait une réflexion et de la recherche, aussi bien de la semence jusqu'à la technologie, et ainsi de suite, qui répondent à ces enjeux-là. Alors, pour être moins dépendant. Et c'est pour ça que pour moi, surtout, partir dans l'opposition. Ouais. Et de dire on n'a pas besoin de nouvelles technologies pour avancer. On en a besoin, mais elle doit être au bénéfice de l'indépendance de l'agriculteur, l'autonomie plutôt que l'indépendance de l'agriculteur, plutôt que vivre tout donner du sens. Alors commençons par la génétique, puisqu'on va essayer d'énumérer les différentes technologies qui sont à la disposition des agriculteurs. On ne les fera pas toutes, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Alors au niveau de la génétique, je vais continuer avec vous, Olivier Dauger. Est-ce que les avancées sur la génétique sont pour vous déterminantes pour réussir la transition agroécologique? Et puis pour aller plus loin, donc là on est en plein dans un débat au niveau de la Commission européenne, avec les députés européens plutôt, sur les NBT ou les NGT. Ils ont un peu changé de nom dernièrement. Donc il y a eu un vote le 7 février pour l'autorisation de ces nouvelles techniques de sélection génomique. Quel regard vous portez sur cette autorisation ? Et puis, justement, pour quelles problématiques il faudrait les réserver par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à des défis à relever ? Ce qu'a dit Jean-Marc Jancovici sur sa courbe d'augmentation des pressions liées au climat, oui. C'est la courbe du GIEC d'ailleurs, le GIEC a les mêmes courbes. C'est une certitude que la pression parasitaire va devenir exponentielle demain, avec forcément des accidents de production importants. Et la souveraineté alimentaire globale, mondiale, devient véritablement un enjeu, et pas qu'en France, quoi. C'est-à-dire qu'on doit se donner aussi les moyens de production, déjà pour nourrir ce qu'il y a dit tout à l'heure, les 8 milliards, voire 9 milliards de personnes, aussi pour répondre à la sortie du fossile, parce qu'on aura besoin un peu de biomasse ou d'autres choses liées au fossile. Donc pour moi, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on en a besoin, c'est utilisé dans toutes les autres sciences. Ma femme est médecin, dans la recherche médicale, c'est naturel. Par contre, il faut impérativement, encore une fois, la guider par rapport à des enjeux de production, oui. À des enjeux de résilience de la plante, se projeter aussi, parce que ça a été dit, plus 4 degrés, plus 5 degrés, on ne sait plus très bien où on en est aujourd'hui, mais on ne produira pas les mêmes productions dans les mêmes régions oui. Dans 20 ans qu'aujourd'hui.
On va tirer un peu sur la corde en disant on va adapter nos systèmes, semer à l'automne, comme disait Bruno tout à l'heure, et ainsi de suite. Mais il y a un moment donné, le réchauffement fera. Le GIEC parle d'une augmentation de 400 à 500 km. Donc il faut aussi avoir une réflexion, c'est ce que disait Bruno en disant j'apprends beaucoup sur AgriTwitos des producteurs du sud de la France. Il faut aussi se projeter là-dedans. Mais même en se projetant là-dedans, on aura besoin de plantes plus résilientes par rapport à un ensemble d'enjeux. Et là, la génétique peut répondre. Tout simplement par rapport à l'enjeu des phytos. Je crois que l'enjeu des phytos qui focalise beaucoup les choses, la question n'est pas de savoir si on doit être moins dépendant ou pas dépendant des phytos. C'est évident qu'il faut être moins dépendant des phytos. La question est de savoir c'est comment on y arrive en termes de temps, en termes de moyens, en termes de solutions et en termes économiques. Et je terminerai là-dessus, mais le terme économique, il est essentiel. Moi qui suis les climats depuis 7-8 ans... Mais vous ne m'avez pas répondu sur le non, mais si, moi je suis pour, je l'ai dit. Ah d'accord. Je suis pour, à condition qu'on focalise, qu'on concentre la recherche sur les véritables défis et enjeux à venir. D'accord. Mais je termine donc quand même sur l'économique. l'économie. Les problèmes de résistance, les notamment. échecs de toutes les filières sur lesquelles on a eu, il y a le bio bien sûr, mais il n'y a pas que, sur lesquelles on a une certaine incantation, il faut produire comme ça, il faut faire comme ça. Tous les échecs sont venus d'un manque de marché ou de problèmes économiques. Et si les agriculteurs sont un peu dans la rue, c'est à cause de ce problème-là. Donc il faut impérativement qu'on lie ça avec l'économique, et je termine là-dessus, avec la consommation. Et c'est ce qui est souvent dit, ce qu'il n'a pas dit tout à l'heure Jean-Marc Jancovici, mais il le dit souvent, si on travaille seul en France ces sujets-là, on ne résoudra pas vraiment les problèmes parce que de toute façon, pour les gaz à effet de serre, c'est le même ciel pour tout le monde et ainsi de suite. Il faut qu'on travaille sur notre consommation et le lien entre la consommation. Alors, est-ce que les gens sont prêts à mettre plus? Comment on fait? C'est pas un sujet facile, mais c'est vraiment le sujet qui permettra la transition agricole derrière. Sinon, c'est des importations, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, Aurélie Trouvé, est-ce que vous pensez, comme Olivier Daugé, que les NGT peuvent permettre d'apporter des solutions donc pour s'adapter au changement climatique? Alors, vous me permettez, je vais y répondre, aucun problème, mais je vais juste me permettre de répondre d'abord à quelques éléments que vous avez soulevés avant et que je trouve très intéressants. D'abord sur la question du contexte. Vous dites qu'il y a un contexte qui fait qu'on doit changer de modèle de développement agricole. Enfin, moi, je le pense profondément, évidemment. Mais justement, aujourd'hui, on a une raréfaction des ressources fossiles. Enfin, je veux dire, l'agroécologie et cette idée d'agriculture plus économe, elle part aussi d'un contexte, un profond bouleversement. Edgar Pisani disait, avant de décéder, il disait dans les années 2000, le monde a changé, il faut changer de politique agricole, il faut changer de modèle agricole. Donc on a une raréfaction des ressources fossiles et des ressources fossiles de plus en plus chères. On a aussi une pression sur la qualité des eaux et des sols. On a un objectif de décarbonation, etc. Donc changer de modèle agricole, c'est vraiment des changements systémiques, pas... petit bout par petit bout. Hein. C'est pas, et je pense d'ailleurs c'est de ça dont on souffre aujourd'hui. On souffre parce qu'il y a des normes qui sont les unes après les autres empilées sans changement global du modèle agricole. Enfin, moi, il me semble qu'il y a aujourd'hui une question forte là-dessus. Et ensuite, deuxièmement, je suis complètement d'accord. Pour moi, il n'y a pas d'opposition a priori en fait, entre technologie et agroécologie. Simplement, c'est comment on fait en sorte, pour moi, c'est la question, nous, pour les politiques, c'est comment on fait en sorte de mettre la technologie au service de l'agroécologie. C'est-à-dire la technologie n'est pas un but en soi. Une innovation n'est jamais un but en soi. Elle doit être mise au service d'un projet politique, d'un projet de société, d'un projet productif. Et donc la technologie, pour moi, doit être mise au service de cette agroécologie nécessaire au vu du contexte. Voilà. Et juste une remarque aussi sur les datas. Je pense qu'il y a vraiment il y a une attention vraiment très forte à avoir. Bon, moi, il y a un chercheur à l'INRA qui bosse là-dessus, qui s'appelle Pierre Labarthe, sur la privatisation, par exemple, du conseil agricole, qui est lié aussi à l'affaiblissement des moyens dans les chambres et dans tous les organismes de développement et de recherche publique. Là, il y a vraiment aussi, je veux dire, en parlant de technologie et de génétique, un énorme enjeu. Hein, parce que si les datas échappent au public, aux coopératives, aux agriculteurs, c'est vraiment aussi une mise sous tutelle, excusez-moi du terme, une mise sous contrôle du monde agricole. Et cet enjeu des datas, pour moi, il est devant nous, quoi. Voilà. J'arrive maintenant à la génétique, à la question des nouveaux OGM. D'abord, la question de la génétique, c'est des nouveaux... Oui, moi, j'appelle ça... D'abord, je précise que la Cour de justice européenne, on peut avoir un débat là-dessus constructif, il n'y a aucun problème. D'abord, laissez parler Aurélie la Trouvé. Cour de justice, il y aura voilà. Il n'y a pas de problème. Je vois que dès qu'on arrive sur cette question-là, ça se tend.
Mais justement, je pense qu'il faut justement déconstruire les termes du débat et le poser tranquillement, parce que vous aurez dans la société à la fois des partisans et des adversaires de ces nouveaux OGM. Donc là, moi, je me place du côté du regard critique. D'abord, premièrement, c'est des OGM au sens de la Cour de justice européenne, l'a tranché dans ce sens-là. Ensuite, moi, je m'appuie sur le principe de précaution. Je dis, à partir du moment où il y a une controverse scientifique, et il y en a une aujourd'hui, puisqu'il y a des éléments scientifiques qui permettent à la fois de montrer qu'il y a du positif et du négatif, principe de précaution qui fait partie de la Constitution, qui a amené d'ailleurs à la clause de sauvegarde sur les OGM. Je considère qu'aujourd'hui, elle doit être exercée pas pour la recherche publique, pour le développement hors recherche. Par contre, je considère que la recherche publique doit être confortée sur le domaine, parce qu'il vaut mieux que ce soit la recherche publique qui avance là-dessus, pour voir justement de manière indépendante quels sont les atouts, les atouts ou pas de cette histoire-là. Je finis aussi pour dire qu'il y a quand même une question globale sur la génétique, à quoi elle sert. Aujourd'hui, quand même depuis 50 ans peut-être, la génétique, elle a beaucoup servi à homogénéiser, standardiser en génétique végétale. En génétique animale, ça a été quand même essentiellement pour augmenter les rendements par animal, pour faire du 14 000 litres de lait par vache et par an, par exemple. Mais pour moi, on doit aussi avoir une recherche génétique, une sélection variétale et de race qui aille, et ça rejoint ce que vous dites, spécifiquement vers la résistance aux sécheresses, vers des races plus rustiques, etc. Donc je ne suis pas du tout en opposition. Je dis c'est au service de quoi l'on met la recherche génétique. C'est pour ça que je considère que la recherche publique doit absolument le prendre en charge. Donc en gros, conserver de la biodiversité cultivée et élevée d'une certaine façon. Alors je voulais juste quand même préciser qu'effectivement, là aujourd'hui, dans le débat avec les députés européens font une distinction entre deux catégories de NBT, donc celles qui ont moins de 20 nucléotides qui sont considérées comme des semences conventionnelles, et celles qui ont plus de 20 nucléotides qui sont considérées, qui devraient passer dans une réglementation OGM. Voilà, où en est le débat pour bien préciser les choses. Alors, on voit que c'est un débat technique d'ailleurs. Juste une petite question. Il y avait une question ce matin sur le baromètre Prisme sur la représentativité des élus, de leurs représentants, des agriculteurs, mais dans la société aussi également. Comment on s'assure qu'on vote pour ou qu'on vote contre ? Comment on sait que les élus maîtrisent ce débat technique, qu'ils votent pour ou qu'ils votent contre, et comment on sort du dogme ? Aujourd'hui, c'est quand même ça. Moi, je vous donne. Alors, c'est peut-être que je suis rattrapée par mon regard de scientifique à la base, mais moi, je trouve qu'on manque singulièrement d'évaluations scientifiques indépendantes qui permettent justement à l'élu, en fait, de s'appuyer sur. Alors, évidemment, il y a une question politique derrière, mais il manque des évaluations scientifiques, ce que nous on appelle les evidence-based policy, c'est-à-dire des décisions politiques qui soient fondées sur les preuves, sur ce qu'on appelle des revues exhaustives de la littérature scientifique qui permettent de se faire une idée. Bon, nous, on considère, en tout cas dans mon groupe politique, qu'aujourd'hui, il y a une controverse scientifique suffisamment importante pour l'instant, réserver cela globalement, je dis bien globalement, réserver les NBT, en somme, à la recherche publique. Bon, voilà, après, le débat qu'on doit se poursuivre... Voilà, moi j'ai aussi envie d'avoir un regard plus global sur ces nouvelles technologies, parce que je crois que c'est ça qui est en jeu. Ça, c'est un élément parmi tant d'autres, mais en réalité, aujourd'hui, on a une question beaucoup plus grande qui se pose sur à quoi on met au service de quoi on met les nouvelles technologies, qui les maîtrise, qui les possède. La place de la recherche publique, je considère qu'aujourd'hui la recherche publique n'est pas assez outillée en la matière, c'est-à-dire que ce que vous dites sur la complémentarité agroécologie, recherche publique, je considère que les moyens ne sont pas mis là-dedans. Donc, vous êtes un peu comme Jean-Marc Jancovici qui trouve que l'INRAE, oui, il y a des choses à changer. J'ai été par ailleurs à l'INRAE pendant tout un temps, mais oui, et puis ensuite, moi je considère aussi que malheureusement la politique du gouvernement,
va dans un seul sens. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un plan de relance agricole qui est robotique, numérique, génétique. À côté de ça, on a des aides agro-environnementales qui sont en baisse. On a des aides au bio. Une partie a été supprimée, les aides au maintien en bio. On a une filière bio qui est en crise. Il n'y a pas de grand plan de sauvegarde du bio. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font penser qu'il y a un 2 poids, 2 mesures. Et pour moi, justement, il faut les deux. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on mettait ce plan de relance, on faisait de la robotique, du numérique et de la génétique une fin en soi. Non, pour moi, c'est l'agroécologie dont la technologie est un outil, un moyen important. Voilà. Alors, désolée, mais je vais continuer avec la robotique. Alors, pour Olivier Dauger, justement, la robotique, est-ce que c'est une solution pour répondre à la transition agroécologique? Est-ce que les deux sont compatibles? Et qu'est-ce que vous voyez comme avantage, en fait, à cette robotique? Pour moi, oui, à terme. Alors, à quel timing? C'est la vraie question. C'est ça. Ça peut répondre. Encore une fois, il faut maîtriser la notion des data derrière et tout ça. Mais ça peut répondre à un certain nombre d'enjeux. Ça peut répondre à l'enjeu en partie des phytos. Et l'intelligence artificielle derrière, tous ces sujets-là peuvent répondre. Ça peut répondre à l'enjeu de l'énergie. Alors, de quelle façon? Le GNR dont on parle, et ça a été dit ce matin, le GNR, de toute façon, va en sortir un jour. Parce que les robots sont en fait plus légers, souvent électriques, tournant 24 heures sur 24. D'ailleurs, il y a aussi la notion de bien-être de l'agriculteur, parce qu'on parle souvent du bien-être animal, mais il y a le bien-être de l'agriculteur. Donc d'avoir un travail un peu différent, peut-être un peu moins physique encore qu'il est aujourd'hui. Donc il y a une série d'externalités positives potentielles par rapport à cette robotisation. La question, encore une fois, c'est comme la question des nouveaux systèmes, des systèmes plus à risque, ainsi de suite. C'est l'équation économique qu'il y a derrière, parce que c'est bien beau d'avoir des beaux robots, ou c'est bien beau de mettre en place plein de notions plus ou moins agro-environnementales, écologiques, mais s'il n'y a pas la notion de revenu, ou si ce n'est pas repris en compte dans la partie au niveau des filières, déjà des acheteurs, mais aussi au niveau des consommateurs, de comprendre, on emmène toujours l'agriculteur vers des systèmes qui sont plus à risque que ceux qui étaient avant, qui sont souvent plus capitalistiques, parce qu'on sait que les robots, ça va aussi coûter cher. Les tracteurs, déjà, l'augmentation des prix des tracteurs aujourd'hui est exponentielle. Mais comment on arrive à rendre autonome l'agriculteur, qu'il ait les outils, que ces outils lui soient utiles, mais ne lui mettent pas des pénalités telles financières, pénalités, lourdeurs financières qui ne s'en sortent pas. Et on revient toujours à cette idée, c'est comment on arrive à faire cette transition des filières au niveau des filières, de la consommation au niveau économique. C'est véritablement l'enjeu. Alors, moi, et juste terminer, réponse rapide parce que le temps passe. Mais très rapide. On a le même problème, c'est le débat d'avance sur l'énergie, synergie, je connais un petit peu le sujet aussi. Il y a véritablement le filière du retour économique à l'agriculteur derrière tout ça. Alors, est-ce que mais c'est très important parce que un agriculteur qui ne gagne pas sa vie, comment voulez-vous qu'il investisse ou qu'il prenne des risques sur des systèmes qui sont en plus risqués? Il n'hésite pas, malheureusement, il ne le fait pas. Et Aurélie Trouvé, est-ce que c'est ça la limite que vous voyez à la robotique? Pourquoi pas la robotique si elle permet, un, d'émanciper et deux, d'être plus autonome. Or, le problème, c'est que beaucoup de la robotique, quand même, a été développée en fait, pour faire des gains de temps, donc des économies de travail, en fait, de temps de travail, plus que de pénibilité du travail. Et je m'explique. Le problème, en tout cas, la crainte, elle peut être que ce soit de la substitution du capital au travail, en fait. Voilà. En tout cas, c'est la limite. Par contre, moi, je dis, il y a une partie de la robotique qui répond à la pénibilité au travail. Il n'y a pas de problème. Je dis juste qu'il y a... Dans le maraîchage, c'est un vrai sujet. Oui, on peut pas avoir... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision blanc-noir dans cette affaire. Bon, il y a des avantages à la robotique et il y a des désavantages. Et ensuite, c'est la même question. C'est au service de quoi on met la robotique? Est-ce que c'est pour, en fait, se substituer au travail ou est-ce que c'est pour rendre le travail de l'agriculteur moins pénible? Je vais prendre l'exemple, excusez-moi, je vais peut-être faire du débat là-dessus, mais la question des robots de traite. Bon, ça se discute, en fait. Il y a beaucoup moi, je connais beaucoup d'études aujourd'hui réalisées qui montrent que, en fait, ça peut aussi, non pas émanciper, mais rendre très dépendant... dépendant d'abord des boîtes et même le week-end, il y a une charge mentale très forte, il y a un endettement aussi à 100-200 000 euros l'exploitation, plus les charges 25 000 euros annuels quasiment. Bon, ça se discute. Ouais, c'est beaucoup, d'accord.
Bon, en tout cas, voilà, il y a des charges derrière. Et donc, ça pose 2 questions. Donc, est-ce que vraiment ça répond à la pénibilité du travail ? Non, 3 questions. Est-ce que ça se substitue au travail ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu une politique qui conforte les GAEC, qui conforte l'emploi agricole, des aides qui soient davantage en faveur du travail agricole et non pas du capital foncier ? Bon, je dis ça, j'élargis le débat, mais c'est aussi la position des jeunes agriculteurs, excusez-moi, c'est d'avoir un système de politique publique qui favorise davantage le travail peut-être, plutôt que finalement cette solution qui en vient finalement à toujours plus robotiser, parce que finalement, eh bien, c'est ce qui aussi est favorisé par un certain nombre de politiques publiques. Et puis finalement, l'endettement, parce qu'aujourd'hui, on a un surendettement et on a une loi qui arrive sur la transmission des exploitations et le renouvellement des générations. Je vous assure qu'on arrive à des situations, et on n'est pas encore au niveau du Danemark, etc., mais où quand même des exploitations agricoles sont de moins en moins transmissibles dans un cadre familial parce que le capital est de plus en plus important, tout simplement. Il va falloir conclure. Voilà, je dis juste je dis pas, je suis pas radicale en disant faut ci, faut ça. Je dis juste il y a des questions à se poser sur tout cela, et donc ça fait partie aussi nous de notre travail d'élu d'avoir ce regard critique plutôt que nous embarquer droit devant dans un seul modèle. Voilà. Alors, on aurait pu continuer sur d'autres technologies. On avait évoqué le biocontrôle, etc. Mais on va être obligé de s'arrêter. Alors, on va faire, comme tout à l'heure, petite réponse rapide en 1 minute pour chacun de vous. Après, vous traitez de ce que vous voulez avec un compte à rebours qui va démarrer. Agroécologie et technologie, alliés ou faux amis ? Point d'interrogation. Et je commence par Aurélie Trouvé. Okay. La vraie question pour moi, c'est comment on fait en sorte que les nouvelles technologies soient au service de l'agroécologie, pas une fin en soi, mais un outil. C'est-à-dire pour moi qui servent une agriculture plus économe et autonome, plus résiliente sur les plans économiques, social et environnemental, qui parie sur l'emploi, sur la main-d'œuvre agricole, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de campagnes vivantes qui permettent aussi de transformer globalement les systèmes d'exploitation vers ce type de système agroécologique. Voilà, donc ni pour ni contre, pas d'opposition a priori. Comment nous, les politiques, et avec les politiques publiques, on met ces technologies au service de l'agroécologie. Merci beaucoup. Alors, on va attendre le nouveau gong. Et vous avez, vous aussi, 1 minute pour vous exprimer. Agroécologie et technologie, alliés ou faux amis ? Alliés, ça déjà, premièrement. Non, mais je pense que, ça a été dit tout à l'heure, on est face à une équation pour l'agriculture qui est très complexe. Et du coup, ce ne sera pas des solutions blanc ou noir, comme vous avez dit. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de solution parfaite en agriculture. Ça n'existe pas. On travaille en plus avec le vivant. Et du coup, on travaille avec des éléments, on travaille avec le climat. Donc, il faut impérativement, par contre, que la science soit au service de ces enjeux agricoles et qu'elle apporte un plus par rapport à un retour du sol comme substrat. Parce que c'est vrai que derrière, c'est ça, c'est les questions autour du sol qui ont été un petit peu oubliées pendant que les agriculteurs commencent à se replonger sur leur sol depuis 15-20 ans. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu oublié. Donc, il y a véritablement ce besoin, mais surtout avec cette idée qu'il faut qu'à l'agriculture, on lui demande de produire, plus sans doute demain de biomasse qu'hier, par rapport aux besoins, mais qu'il faut impérativement allier ces besoins de technologie à, encore une fois, des besoins économiques de revenus. Parce que si on a les solutions technologiques qui coûtent cher, peut-être changer même complètement le fonctionnement des robots, c'est peut-être pas l'utilisation qu'on a du matériel agricole aujourd'hui. Il y a peut-être de l'utilisation en commun, il y a du 24/24. Je crois qu'il faut refonder ou avoir cette vision en incorporant la consommation dedans. Merci Olivier Daugé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette controverse. Merci à tous les deux d'avoir participé.